Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis. Je voudrais pour commencer m'acquitter d'une obligation sympathique qui est de remercier les personnes grâce auxquelles nous sommes réunis ce soir. Je voudrais remercier le professeur Shmuel Trigano, professeur émérite des universités françaises et écrivain du judaïsme de notre temps. Remercier aussi tous les juristes qui ont accepté de poser la première pierre du Conseil mondial des juristes juifs et d'élaborer ensemble un premier document émanant de cette institution et évaluant notre situation internationale pour remettre les pendules à l'heure en termes de droit, et dont je vais tenter ce soir d'être le porte-parole fidèle. Le docteur Michel Calvo, avocat à Jérusalem, spécialiste du droit international public, son épouse, le docteur Karine Calvo-Goller, professeur de droit à l'Université de Jérusalem, exerçant dans la même spécialité. Maître Alexandre Blia, qui est dans cette salle, longtemps avocat au barreau de Paris et avocat en Israël. Et Madame le docteur Brigitte Blia, qui est aussi dans cette salle. Son épouse, avocate au barreau de Jérusalem, et aussi Monsieur Richard Darmon, journaliste francophone bien connu que nous avons entendu tout à l'heure en Israël, et juriste. Je n'oublie pas l'avocat parisien maître William Goldnadel, qui s'est joint immédiatement à nous, et bien entendu le Baal Arsania, le responsable francophone de la maison Menachem Begin, monsieur Yoel Haddad. Le document que nous avons élaboré est né de la volonté de répondre à la déclaration des coprésidents que vous voyez à l'écran de la conférence organisée par la République française et le Royaume d'Arabie saoudite, prévue pour courant septembre 25, ces jours-ci, dans les couloirs de l'ONU. Nous avons voulu une réponse qui soit fondée sur des arguments juridiques authentiques et incontestable. La prétendue déclaration de New York entend régler rien de moins que le sort de l'État d'Israël sans son consentement et sans même le consulter, dans un style colonial grotesque et par une procédure sans précédent, en contradiction totale avec toutes les dispositions du droit international. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de la déclaration parce que nous ne sommes pas masochistes. Je vais seulement résumer quelques-unes de ces dispositions, les plus significatives, qui se veulent à ce stade déclaratif, mais qui violent toute honte bue un nombre considérable de règles de droit, sautent à pieds joints sur quantité d'événements historiques et de réalités présentes et adopte aveuglément le narratif du Hamas et ou celui du Fatah. Par exemple, elle ignore totalement les défis militaires sur 7 fronts auxquels notre pays doit faire face. Cela n'entre pas en ligne de compte. La paix, soi-disant, jaillirait d'elle-même avec l'apparition de l'État palestinien. Mais en outre, transpire du contenu de la déclaration, à chaque mot ou presque, une franche volonté haineuse de nuire à l'État d'Israël, au point d'organiser sa disparition proclamée, tout en prétendant le contraire. Une remarque cependant.
auparavant sur la consistance du droit international public. Nous vivons en un temps où, puisqu'il est faussement invoqué à tout moment contre l'État d'Israël, tout se passe comme si ces principes ne traduisaient plus à nos yeux qu'un rapport de force, d'intérêt ou d'esbrouf. Tout sauf du droit, dont des gouvernements réputés sérieux et pire, des tribunaux internationaux prestigieux comme la CIJ, la Cour internationale de justice, ou la CPI, la Cour pénale internationale, font un usage fautif et dénaturé. Pourtant, pour les personnes, les États et les organisations de bonne foi, il s'agit d'un droit véritable. C'est le droit qui régit la société internationale, composée d'États souverains. Comme il n'existe pas d'autorité supérieure à des souverains, pas de police internationale, ce droit est particulier et n'oblige que les États qui en reconnaissent l'autorité et dans la mesure où ils la reconnaissent. Mais un État fonctionnant normalement a besoin de rapports avec d'autres États qui nécessairement obéissent à des coutumes et des conventions internationales devenues des règles, sous réserve de la bonne foi. C'est un droit authentique. Pour revenir à la déclaration, celle-ci pose comme préalable le retour d'Israël aux lignes de cessez-le-feu de 1949. Cela supposerait l'abandon de la vieille ville de Jérusalem, du mont du Temple, du Kotel, de Gilo, Ramat Eshkol, Givat Sarfatit, Ramat Shlomo, Pisgat Zeev, Har Homa, etc., etc. Pour ne pas parler des Yishuvim du Shomron et ceux de Yehuda, le Gush Etzion, Tkoa, Ephrat, Kiryat Arba, Maale Adumim et d'autres. Toutes les compétences à Gaza et en Judée-Samarie devraient être transférées immédiatement à l'autorité palestinienne, devenue l'État souverain palestinien financé par les Nations Unies. Mais toutefois, et tenez-vous bien, Israël serait tenu de continuer à reprendre sur une plus grande échelle, à nos frais, les fournitures d'eau, de carburant, d'électricité et de nourriture. L'UNRWA, dont nous savons les complicités et participations criminelles, notamment le 7 octobre, reprendrait de plus belle ses activités jusqu'à la remise ultérieure de ces installations aux organes de l'État palestinien. Mais surtout, la déclaration prévoit, je cite, le déploiement d'une mission internationale temporaire de stabilisation. Je cite encore, nous avons noté avec satisfaction que plusieurs États membres étaient disposés à mettre des troupes à sa disposition. Fin de citation. Il nous reste à imaginer le corps expéditionnaire à l'initiative de M. Macron tentant de débarquer sur nos côtes ou sur nos frontières terrestres. La liste des États qui se sont déjà joints à l'initiative française est tout de même impressionnante. Le Brésil, le Canada, l'Égypte, l'Espagne, l'Indonésie, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Jordanie, le Mexique, la Norvège, le Qatar, le Royaume-Uni, le Sénégal, la Turquie, la Ligue arabe et l'Union européenne. Alors voici la réponse qu'il nous paraît nécessaire d'exprimer. Une déclaration unilatérale. La déclaration ignore délibérément les dispositions du droit international public qui confortent les droits et les prérogatives de l'État d'Israël et parallèlement invente un droit international imaginaire
toujours au détriment du même État. La déclaration viole les règles du droit international public. La déclaration viole le droit naturel et historique du peuple juif sur sa patrie historique depuis près de 4000 ans, imprimé dans la mémoire des hommes, et une multitude de sources écrites et archéologiques. Ce droit a été reconnu à l'époque moderne par l'accord de San Remo de 1920, les traités de Sèvres et de Lausanne de 1923, qui obligent jusqu'aujourd'hui les États signataires, dont la France et la Grande-Bretagne, entre autres. L'autorité palestinienne ne remplit pas les conditions légales fixées par le droit international dans la Convention de Montevideo pour accéder au rang d'État. Elle n'a pas de territoire défini, pas de gouvernement effectif et pas de contrôle véritable sur un territoire. En outre, elle n'a pas fixé la paix comme objectif, rémunérant sur ses fonds propres et les fonds provenant des États européens les auteurs d'actes de terrorisme et leurs familles. La France et quelques autres États veulent reconnaître un État palestinien alors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par le droit international, en violation totale de ses dispositions, dont la Convention de Montevideo sur les droits et obligations des États de 1933, qui reprend le droit international coutumier. C'est une violation grossière du droit international. Lors de l'accord intérimaire signé en 1995, l'OLP s'est engagé à ne pas entretenir de relations diplomatiques avec des États outre l'État d'Israël, qui conserve une souveraineté éminente sur l'ensemble du territoire. La France et d'autres États joignent leurs forces pour violer un accord de portée internationale, acte constitutif d'une violation du droit de leur part. La France et d'autres États financent l'autorité palestinienne, qui pratique la politique du pay to slay, payer pour tuer, prodiguant ainsi de l'aide à une organisation terroriste, violation du droit international et ses dispositions dans la lutte contre le terrorisme, Convention pour la répression du financement du terrorisme de 1999. En outre, l'article 31, alinéa 6 du même accord intérimaire dispose « Rien dans cet accord ne porte préjudice ou n'anticipe les résultats des négociations sur le statut permanent en raison de l'accord intérimaire. Aucune des parties n'est présumée, en raison du présent accord, à avoir renoncé à aucun de ses droits, exigences ou positions existants. » Et la phrase que je vais dire maintenant fait partie de l'accord intérimaire. Israël n'a jamais abandonné ses droits sur la Judée, la Samarie et Gaza. L'OLP n'a aucune base, en fait ou en droit, pour prétendre le contraire. Il s'agit d'une nouvelle violation du droit par la déclaration, alors que plusieurs des États mobilisés par la France, et la France elle-même, se sont portés garants de l'accord intérimaire. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, par exemple, ont sanctionné l'autorité palestinienne et l'OLP pour non-respect des accords d'Oslo. Une discrimination contre un État déterminé, et vous avez compris lequel.
La France et quelques États cherchent à imposer à l'État juif d'Israël ce qu'aucun pays n'oserait penser imposer à un autre État, prétendant lui inventer des critères discriminatoires spécifiques, c'est-à-dire lui fixer ses frontières, lui confisquer une partie de son territoire national et exiger de lui la reconnaissance d'un autre État sur une partie de son territoire, tout en lui intimant une claire allusion à l'application de sanctions si Israël ne se conforme pas à ces mesures. Le plan consiste à s'emparer d'une partie du territoire du foyer national du peuple juif, la Judée, la Samarie et Gaza, libérés en 1967 des mains des occupants illégaux depuis 1948, à savoir la Transjordanie devenue Jordanie, après une nouvelle tentative génocidaire des armées arabes, donc en 1967, et d'en faire don aux Arabes musulmans. Sur cette base, créer un 23e État arabe et un 58e État musulman. Il s'agit d'un acte de brigandage en prétendant disposer d'un territoire qui ne leur appartient pas et ne leur a jamais appartenu. Le concept de territoire palestinien occupé n'a aucun fondement juridique. La France et la Grande-Bretagne ne peuvent pas reconnaître légalement un État palestinien, arabe et musulman sur le territoire du foyer national du peuple juif défini dans le mandat britannique. Ces États sont liés par les traités de San Remo, de Sèvres et de Lausanne, signés par eux, et par les termes du mandat britannique lui-même. Ces deux États l'ont voté aux côtés de 48 autres États, membres de la Société des Nations. Une telle reconnaissance constituerait une violation des traités conclus par eux et une violation du droit international. La déclaration viole la charte de l'ONU et les droits des peuples autochtones. Une telle reconnaissance constituerait une violation flagrante de l'article 80 de la charte de l'ONU, qui interdit à l'organisation et à ses membres de porter atteinte aux dispositions des mandats établis par la Société des Nations, ce qui constituerait une circonstance aggravante de violation du droit international. Les mandats de la Société des Nations reconnaissent des droits appartenant à des peuples qui ne peuvent être modifiés et s'appliquent même après la terminaison du mandat. Les droits au territoire définis comme le foyer national du peuple juif continuent d'appartenir au peuple juif. Amputer tout ou partie de ce territoire et le remettre à une organisation terroriste ou à qui que ce soit d'autre constitue une violation des droits de tous les juifs du monde et une violation du droit international. Le 13 septembre 2007, après 20 ans de négociations, la France et de nombreux autres pays ont voté en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes. Cette déclaration reconnaît la propriété des peuples autochtones, indigènes ou peuples premiers sur leurs terres et leurs ressources. Le peuple juif est le peuple premier sur les territoires de Judée, de Samarie et de Gaza. Il en est donc le légitime propriétaire et le lui refuser, alors que cette déclaration a été votée par ces mêmes États, serait une violation du droit. L'État arabe palestinien a déjà reçu 78% du territoire du mandat destiné au peuple juif.
ce point est capital. La déclaration fait l'impasse sur le point capital de la cession par le peuple juif de 78% du territoire du foyer national juif à l'État palestinien arabe, le royaume de Jordanie, par le traité de paix de 1994 entre Israël et ce pays. Peuplé à 80% de Palestiniens. Évoqué à tout instant, la solution à deux États est en réalité une duperie qui feint d'ignorer la réalité. Cela signifierait la constitution de deux États arabes musulmans sur le territoire de la Palestine du mandat entièrement légalement destiné au peuple juif. De toute évidence, ce second État arabe de Palestine rendrait l'État d'Israël de nouveau indéfendable. En tout état de cause, la prétendue solution à deux États n'est en rien conforme au droit international. Puisque le temps presse, je vais faire un petit saut par-dessus. Je dirais quand même le titre. La déclaration contient une série de mensonges et de positionnements fallacieux. Je n'entre pas dans le détail, mais ça, vous l'avez compris. Un deuxième titre, Israël n'a aucune raison d'accepter de telles violations de ses droits. Et d'ailleurs est fondé à défendre ses intérêts juridiquement protégés. Ça veut dire que si par malheur les signataires de la conférence qui va avoir lieu décidaient d'intervenir militairement, l'État d'Israël serait parfaitement fondé à se défendre. Conclusion en quelques mots. Il est de plus en plus clair que l'assaut mondial contre Israël va bien au-delà des questions juridiques. D'ailleurs, on a entendu nos amis tout à l'heure. Le palestinisme est pour l'Occident une véritable drogue qui obscurcit toute logique, tout esprit critique, toute mesure, surtout si on compare ses dimensions réelles aux autres drames qui se jouent maintenant sur la planète. Allons-nous vraiment porter le nom d'Israël en assumant véritablement ensemble les vocations de l'esprit et celles de la terre? Il semble que nous n'ayons plus le choix. L'esprit des Maccabées, des hommes de Bar Korba, des Juifs qui se sont battus tout au long de l'histoire, qui ont aidé les peuples à résister à l'arbitraire et à l'oppression, qui se sont battus contre la ségrégation aux États-Unis, l'esprit des Juifs d'Union soviétique et des Juifs qui ont réussi à les libérer, et surtout les bâtisseurs de l'État juif souverain, par devers et contre tout, nous montrent les chemins. Merci de votre attention.